Mesdames, Messieurs, bonjour. L'arrêt de travail des électriciens de plateau nous empêche de vous recevoir sur le studio habituel d'information première et bouleverse quelque peu le programme de ce télémidi. Néanmoins, voici le sommaire de cette édition de la mi-journée. Dans 2 heures, le président Pompidou reçoit 280 journalistes pour sa 4e conférence de presse. Cambrai, 2 inculpations avaient été annoncées hier soir, celle du médecin et de l'infirmière qui avaient opéré le petit Jérôme Mérès. Ce matin, le juge d'instruction dément. Dans l'état actuel de mon enquête, dit-il, je n'ai pris encore aucune décision. À Cannes, le Midem est ouvert. Tout à l'heure, vers 13h20, Jean-Michel Desjeunes y consacrera en direct son premier numéro d'Hebdo Jeune. Enfin, la bataille du ski continue. Ce matin, le slalom spécial dames à Schruns, en Autriche. On attendait une revanche de la Française Françoise Maky sur une autre Française, Michel Jacot. En fait, c'est une Autrichienne, Gertrude Gabel, qui a remporté la première manche de ce slalom spécial. La deuxième manche doit commencer, en principe. Patrick Chapuis, où en est-on? Voici la deuxième manche, justement une Française en piste actuellement, Britt Lafort. Britt Lafort qui, au cours de la première manche, a remporté la 7e place. Britt Lafort qui est à la 21e seconde de ce parcours, un parcours de 48 portes tracé à Schruns-Montafon en Autriche. Schruns-Montafon est un petit village qu'aimait beaucoup le grand écrivain américain Ernest Hemingway. Mais vous le voyez ici, ce ne sont pas les neiges du Kilimanjaro, très peu de neige en réalité, et une neige qui n'a rien pour plaire aux Françaises. En effet, les Françaises sont des spécialistes de la neige glacée, alors que depuis ce matin, on skie dans une neige très lourde. On n'entend pas les crissements habituels des cars sur la glace, et certains commentateurs ont déjà dit que ces conditions étaient faites pour avantager les Autrichiennes. Les Autrichiennes qui ont réalisé ce matin un temps exceptionnel, c'est Anne-Marie Preul que nous revoyons ici, qui a remporté la première manche. Regardez-la bien, elle a réalisé le meilleur temps, mais elle va commettre une faute à la 28e seconde, 23, 24, regardez bien ce qui va se passer. C'est ici sans doute qu'elle va compromettre toutes ses chances. Ici, elle a raté une porte et elle a compromis définitivement peut-être ses chances en Coupe du Monde. Nous revoyons au ralenti tout à l'heure, car c'est vraiment un moment très important dans cette course. Course remportée par Gertrude Gabel, qui n'a pas réalisé le meilleur temps, puisque c'est Anne-Marie Preul ici, qui réalise le meilleur temps en 46 secondes et 40 centièmes. C'est Gertrude Gabel qui a gagné devant Betsy Clifford et Wiltrude Drexel, la meilleure Française étant Michel Jacot. Mais regardez bien ce qui se passe pour Anne-Marie Preul. À la 28e seconde, elle va rater cette porte, elle va passer non pas à l'extérieur du premier bâton, mais entre les 2 bâtons, le heurter. C'est là vraiment que Anne-Marie Preul, qui était la plus rude concurrente pour Michel Jacot, a tout compromis. Regardez-le encore une fois. Voilà. Et nous suivons de nouveau cette deuxième manche avec Barbara Cochrane, l'américaine. Barbara Cochrane qui est la sœur de Marilyn Cochrane, l'américaine, et qui est actuellement place. Je vous donne donc le classement actuel. Première, Gertrude Gabel. Nous attendons la suite pour la fin du journal. Je pense que, en effet, nous pourrons le donner après la bourse en fin de journal. Revenons au dossier politique. Conférence de presse donc à l'Élysée cet après-midi. Personne ne sait exactement sur quel point le président va insister, mais il est bon de faire ce point rapidement sur l'ensemble des problèmes dont on parle actuellement. Le pétrole d'abord. L'ENI, la Société nationale italienne, estime que les négociations avec les pays producteurs, qui sont actuellement en cours à Téhéran, ne doivent pas être laissées à la seule initiative des compagnies pétrolières. Proche-Orient, les Palestiniens accusent de nouveau l'armée jordanienne de les attaquer. Le problème de fond reste pour le moment de savoir si l'ONU va réussir à faire prolonger après le 5 février le cessez-le-feu. Vietnam, 100e séance de la conférence de Paris aujourd'hui, rien n'avance. Au Cambodge aujourd'hui, le général Lon Nol a proposé d'échanger des prisonniers Viet Cong contre les 17 journalistes disparus. En France, maintenant, un accord dans la sidérurgie du Nord et du Pas-de-Calais, c'est une augmentation globale de 5,50% pour cette année. Tous les syndicats ont accepté, sauf la CGT qui consulte sa base. Menace de grève dans les PTT, FO en particulier doit prendre sa décision aujourd'hui. Enfin, à Nantes, le conflit des Batignolles continue, les ouvriers ont refusé de reprendre le travail ce matin. Voilà donc l'ensemble des faits nouveaux dans les dossiers que le président peut aborder aujourd'hui. En attendant, voyons un peu comment se prépare une telle conférence de presse. Voyons un peu les coulisses de l'Élysée avant le rendez-vous du président avec l'information. Guy Claes.
Des fêtes de l'Élysée que dans un peu moins de 2 heures, en effet, le président Pompidou va tenir sa 4e conférence de presse. Le président Pompidou va arriver par le fond de la salle, derrière cette estrade que vous voyez ici. Il prendra place dans ce fauteuil et il sera accompagné de 2 ministres uniquement. Le Premier ministre d'abord, M. Jacques Chaban-Delmas, qui s'assurera dans un fauteuil à sa droite, et à côté de M. Chaban-Delmas, le secrétaire d'État chargé de l'information, M. Léo Hamon. Et nous avons ici dans cette salle avec nous M. Denis Baudouin, qui est chef du service de presse de l'Élysée et qui va nous dire un peu comment s'est préparée cette conférence de presse. D'abord, M. Denis Baudouin, quelle différence, est-ce qu'il y a des différences entre cette conférence de presse et celle que le président a déjà tenue? Il y a une légère différence, c'est que nous avons un peu augmenté le nombre des journalistes et que nous serons 280 journalistes environ qui viennent des 4 coins du monde et bien entendu aussi de France. En gros, il y a parmi ces 280, 55% de journalistes français et 45% de journalistes étrangers, soit en poste à Paris, soit même qui font le voyage des États-Unis, de Grande-Bretagne ou de différents pays d'Europe pour assister à cette conférence de presse. Ils sont sélectionnés comment? Eh bien, ils sont sélectionnés d'abord vu l'importance de leurs journaux et puis aussi vu leur représentativité. Et en ce qui concerne les journalistes français, ce sont les journalistes qui ont leur carte de presse professionnelle et il n'y a dans cette conférence que des journalistes. Vous avez été obligé de refuser pas mal d'invitations. Oui, c'est le moment où le chef du service de presse se fait quelques ennemis, mais enfin on essaye que ça se passe aussi bien que possible. Le président de la République, pour sa part, a préparé cette conférence de presse. On a dit qu'il l'avait préparée à Brégançon au cours des derniers week-ends notamment. Oui, comment a-t-il préparé cela? Vous savez, c'est un événement très important pour le président de la République puisque c'est un moyen de communiquer avec l'opinion française à travers ceux qui sont à l'écoute de l'opinion et que sont les journalistes. Cette conférence de presse a été préparée déjà depuis 1 ou 2 mois et pendant même les vacances de Noël, le président a remporté de très nombreux dossiers qu'il a revus pendant différents week-ends du mois de janvier et en effet, il y a mis la dernière main lors de son dernier week-end à Brégançon. Il s'attend à quelques questions, je suppose. Bien entendu, il y a quand même des problèmes qui sont sur toutes les lèvres et dans tous les esprits, qui sont les événements mêmes qui se passent à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, à ce sujet, le président de la République ordonnera le débat, c'est-à-dire qu'il va diviser sa conférence de presse en 3 parties, l'une sur les affaires étrangères, l'autre sur les problèmes économiques, financiers et sociaux, et enfin sur les problèmes de politique intérieure. Pas de questions préparées d'avant? Oui, alors ça c'est toujours le problème, il faudrait mettre fin à ces histoires, c'est la question qu'on nous pose toujours. Eh bien je tiens à affirmer qu'aucune question n'est préparée d'avance. Bien sûr, le président de la République se doute qu'on va l'interroger sur l'Europe, qu'on va l'interroger sur le problème des prix, qu'on va l'interroger sur peut-être le remaniement ministériel, que sais-je. Mais il sait certaines questions, mais il peut toujours arriver la question auquel il n'a pas pensé. Mais bien entendu, il connaît ses dossiers et il répondra du mieux aux questions des journalistes. Et en attendant 15 heures, qu'est-ce que fait en ce moment le président de la République? Une veillée d'armes un peu, vous non? savez, si c'est un événement important sur le plan national et international, c'est bien entendu pour le président lui-même une épreuve très importante et il la prépare de très près. Et le matin, en général, qu'il prépare une conférence de presse, il supprime toutes ses audiences et exceptionnellement, alors qu'il reçoit souvent soit des hommes politiques, soit des industriels, soit des syndicalistes, soit différentes personnalités à sa table, le jour de la conférence de presse, il ne reçoit absolument personne et il déjeune seul afin de préparer, de se concentrer avant cette conférence qui, dans 2 heures, va remplir cette salle. Je vous remercie, M. Denis Baudouin. Rendez-vous donc à 15 heures sur cette même chaîne de télévision. À vous, Cognac G. Merci, messieurs. Un événement important en matière scientifique de samedi. Dans 48 heures, en effet, 750 kilos d'instruments scientifiques vont être lancés dans l'espace par les techniciens de Cap Kennedy. C'est un nouveau satellite, un satellite de communication, un Telsat 4, un satellite qui intervient dans la vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, dans la mesure où il va améliorer les circuits téléphoniques et aussi les circuits de télévision entre les continents. 750 kilos, 6 mètres de haut. François de Closet, c'est une machine énorme. Oui, c'est véritablement une nouvelle génération de satellites de télécommunication. Nous la découvrons maintenant avec ces images de Jacques Tissot. Jacques Tissot nous a envoyé depuis les États-Unis. Voilà le satellite. Vous allez voir en comparaison les générations précédentes d'Hurley Bird et autres, un Telsat 1, 2, 3, pour arriver à un Telsat 4. Voici maintenant la construction de ce satellite à l'usine de Hughes Aircraft à Los Angeles. Mais en fait, ce satellite est construit sur des bases internationales. Il y a des sociétés étrangères qui participent, par exemple la Société anonyme de télécommunications française, d'autres sociétés, et c'est ce qui explique la rencontre que Jacques Tissot a pu faire à Cap Kennedy.
Nous avons été admis dans une salle propre de Cap Kennedy où toutes les précautions sont prises pour qu'aucune poussière ne pénètre dans les satellites, pour voir le premier exemplaire de vol d'un satellite entièrement nouveau qui s'appelle l'Intelsat 4. C'est un satellite de télécommunication, un satellite énorme comparé au Telstar ou Early Bird que nous avions vu jusqu'à maintenant, qui permettra de relier jusqu'à 6000 liaisons téléphoniques. Il est assez curieux de voir ici, dans cette salle de Cap Kennedy, un Français, un ingénieur électronicien. Jean-Marie Fourquier, expliquez-moi votre présence ici. Eh bien, il se trouve que la compagnie qui m'emploie en France, la compagnie Thomson CSF, est un des multiples sous-contractants internationaux de la Hughes Aircraft Company, qui est chargé par la COMSAT de réaliser ce satellite que vous voyez aujourd'hui ici à Cap Kennedy. Il contient deux parties qui sont contrarotatives. La partie que vous voyez en haut, avec ses antennes, des espèces de cornets verticaux, sera en permanence dirigée vers la Terre avec une précision de l'ordre d'une fraction de degré et sera chargée donc de recevoir des signaux radioélectriques depuis la Terre et de renvoyer ces signaux vers un autre endroit de la Terre. Alors évidemment, toute cette partie d'antenne que vous voyez en haut, elle est absolument fixe par rapport à la Terre. Et tout ce qui est en dessous, avec les gros réservoirs blancs que vous voyez, elle tourne à une vitesse nominale de 60 tours par minute. Est-ce que ça représente vraiment un progrès par rapport aux satellites précédents? Le progrès est assez énorme, effectivement, par rapport aux Intelsat 3, les derniers satellites qui fonctionnent actuellement sur orbite. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai plus de problème avec mon téléphone? Bon, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problème avec les téléphones. Je pense que la technique ne fait pas de miracle. Mais cette taille de satellite est chargée d'absorber les télécommunications entre les continents. Donc, si vous voulez, entre Paris et Asnières, il n'y aura peut-être pas grand-chose de changé pour l'instant. C'est ça, et je crois que vous êtes très pressé de l'envoyer parce que les deux précédents satellites de la série Intelsat 3 n'ont pas pu être placés sur orbite. Oui, c'est tout à fait exact. Je crois que la COMSAT est assez pressée d'avoir l'Intelsat 4 que vous voyez ici sur orbite terrestre pour assurer assez rapidement, enfin plutôt pour absorber assez rapidement tout le flot des communications qui vont se faire sentir d'ici quelques années. Oui, en fait, le problème des télécommunications spatiales est un problème très important tant sur le plan politique que sur le plan commercial, et il est l'enjeu d'une énorme bataille, d'une bataille un peu souterraine, si vous voulez. Au fond, le problème est simple. Pour faire des télécommunications, il faut plusieurs pays, tout le monde est intéressé, mais en fait, il y a un monopole technique de fait américain. Alors, comment se passe cette bataille? Eh bien, par exemple, lorsque les Européens disent aux Américains, si on fait nos satellites de télécommunications, est-ce que vous les lancerez? Ils répondent oui, si vous vous conformez aux règlements internationaux en ce domaine. Seulement, les règlements internationaux n'existent pas, etc. Et même, il y a des sociétés américaines qui sont également partie prenante dans cette bataille. Par exemple, les sociétés comme l'ATT qui contrôlent le téléphone. Vous voyez que c'est très compliqué. On en reparlera, disons simplement d'un autre côté, que la France et l'Allemagne ont passé les contrats définitifs pour la construction de leur propre satellite de télécommunication, le satellite Symphonie. Revenons au sport maintenant, avant de connaître le résultat de la deuxième manche à Schruns. Passons au basket. Hier soir à Antibes, match retour en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs entre l'équipe d'Antibes et les Yougoslaves de Ljubljana. Vous allez le voir, Antibes a manqué sa qualification d'un tout petit point. Oui, au match aller à Ljubljana, l'équipe yougoslave en maillot clair avait gagné de 8 points, 89 à 81. Le match retour hier soir devait donc être une véritable course-poursuite. Le problème pour l'équipe d'Antibes était de réussir à gagner avec au moins 8 points d'écart. Ils gagnèrent bien, mais avec seulement 7 points, 74 à 67. Dans l'équipe yougoslave, quelques joueurs impressionnants, notamment le numéro 10, Jelovac, qui mesure 2,07 m, soit 10 cm de plus que les plus grands joueurs d'Antibes. En deuxième mi-temps, Antibes précipita trop ses actions et Ljubljana, tranquillement, maintint l'écart à 7 points. C'était suffisant pour assurer sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs. Un autre sport maintenant, 175 km sur un seul ski en pleine mer, c'est tenter l'impossible. Et c'est pourtant ce qu'a réussi hier un Niçois de 32 ans en reliant Calvi à Cannes. Il s'appelle Jean-Pierre Marquand. Regardez-le, c'est un reportage de Jean-Pierre Jouenne.
Cet homme va tenter de réaliser un exploit, effectuer la traversée Corse-continent, c'est-à-dire Calvi-Cannes, soit 170 km d'une seule traite et en monoski. Cet athlète de 33 ans n'est pas à son premier essai puisqu'il a effectué en 1965 la traversée du désert de la mort aux États-Unis pour réussir également 2 ans plus tard la traversée sur les plots Tahiti-Bora Bora, soit 300 km. Jean-Pierre Marquand a donc tenté cet exploit hier matin. Vêtu d'une combinaison spéciale et halé par un canot filant 20 nœuds, il a eu à souffrir de conditions atmosphériques défavorables pendant la traversée, notamment la mer qui, au large du golfe de Gênes, présentait des creux de 2 mètres à 2,50 m qui lui masquaient la plupart du temps le bateau chargé de le tirer. À mi-chemin, une vague plus forte que les autres l'a déséquilibré. Il eut alors un moment de panique à bord du canot car le courant l'avait déporté assez loin de l'embarcation. Les responsables lui demandaient alors de renoncer à sa tentative, mais son entêtement devait en définitive avoir raison. Les embruns ont considérablement gêné la tentative de Marquand, qui a eu surtout à souffrir du froid. Jean-Pierre Marquand parvenait enfin à toucher la croisette à Cannes après 6 heures d'effort. Épuisé, fatigué, les traits tirés, il trouvait cependant la force de répondre aux parents, amis et journalistes venus l'attendre. Non, il va te le larguer, il fait le tour comme ça, lui, pour le larguer, parce qu'il va pouvoir le larguer autrement, je sais pas. Ah ouais, mais... Et ça va pas aller, ça. Ah mais non, non, il passe comme ça, oui, il va le larguer ici, là, tu vois. J'ai le bateau. Dans le... Ça y est. Pas trop fatigué, Jean-Pierre? Si, très. Très fatigué. Est-ce que ça a été dur? Ça a été excessivement dur, oui. Au départ de Corse, ce n'était pas mal, mais en route, je crois que vous avez eu du gros temps. Oui, à peu près 1 heure après le départ, nous avons eu un coup de tabac qui nous a amené une mer assez forte avec beaucoup d'embruns et beaucoup de creux. Je crois qu'on a eu entre 2 mètres et 2,50 mètres de creux par certains moments. Alors pour en revenir à une comparaison que nous avions déjà faite, quelle différence entre Bora Bora Tahiti et Calvi Cannes? Bien, écoutez, Bora, j'avais eu du beau temps, donc ça avait été, je pourrais presque dire, tout seul. Pas tout à fait quand même, parce qu'on oublie ses fatigues. Mais Calvi Cannes a été vraiment excessivement difficile. Jean-Pierre Marquand nous a amenés à Cannes, restons-y. Jean-Michel Desjeunes vous présente maintenant en direct de Cannes le premier numéro d'Hebdo Jeune. L'occasion de nous retrouver chaque jeudi pour parler de problèmes de jeunes. Cela peut passer de l'orientation professionnelle à la pop musique, vous l'imaginez. En l'occurrence, il s'agit peut-être un peu plus de variété aujourd'hui puisque nous sommes en direct du festival du MIDEM plutôt, du festival de la musique, du disque et de l'édition musicale ici à Cannes. Vous voyez ce décor autour de moi, il s'agit bien de ce qui reste un petit peu du gala d'hier soir, de ce gala au cours duquel Charles Trenet a d'ailleurs reçu un trophée dont nous allons parler dans un instant. Je crois qu'il est bon peut-être de faire un petit point auparavant de ce qui concerne ce MIDEM 1971. Vous savez que d'ordinaire, on parle de ce MIDEM avec peut-être un tout petit peu de sourire de la part des professionnels en disant tout le monde ne viendra pas. Et finalement, on retrouve aujourd'hui, je crois, un petit peu tout le monde ici au MIDEM. En arrivant sur la Croisette, on retrouve les studios de radio. Il y a les radios du Midi, les radios un petit peu de toute la France et des radios internationales, des émissions qui se déroulent en direct. Il faut montrer patte blanche pour se promener un petit peu à l'intérieur du festival, du moins du MIDEM. On retrouve toutes les marques de disques, bien sûr, et là on parle affaires. Le snobisme consiste à dire ça ne vaut pas la peine de venir au MIDEM, mais finalement tout le monde y vient. On entend aussi d'autres genres de phrases du style nous faisons beaucoup d'affaires, et finalement
Peut-être n'y a-t-il pas trop cet aspect, mais c'est un peu la seule occasion de se rencontrer pour tous les professionnels du spectacle et de l'édition musicale. Les Français ne viennent pas, dit-on aussi, c'est là encore l'un des snobismes que l'on entend ici. Ils viennent, et vous en aurez la preuve, je pense, d'ici quelques instants. L'atmosphère, eh bien, les nuits sont fort longues ici au Midem. Eddie Barclay est là, il le montre bien d'ailleurs, puisque un certain nombre de personnes se promènent avec ce badge. Il le montre aussi bien qu'on le retrouve même jusqu'à 7 heures du matin dans certains couloirs d'hôtels. C'était le cas il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il faut revenir un petit peu sur le gala d'hier soir, un gala au cours duquel on a remis à Charles Trenet un trophée 1971 du Midem. Charles, je vais vous demander un petit peu ce que ça représente pour vous. Eh bien, il paraît que ça représente 30 ans de carrière. Ça m'a fait un grand plaisir. Alors j'ai dit, vous savez, j'ai accepté ce trophée avec plaisir dans la mesure où ça vous fait plaisir de me le donner. Et alors comme ça, tout le monde était content. Il y a une présence assez certaine de la pop musique ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aime beaucoup la pop musique, parce que j'aime beaucoup la musique. J'aime la pop musique quand c'est de la musique, mais quand c'est uniquement du bruit, je l'aime pas. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple, dans le genre dans un certain style de musique qui est apparu depuis, mettons, 10 ans? Eh bien, pour parler d'une chose plus récente, j'ai beaucoup apprécié hier soir la contribution du groupe qui, je crois, ce sont des Écossais, les Marmalade. Oui. Je trouve que ce sont de grands artistes, parce que ce sont de très bons musiciens. Il y avait Mongo Jerry hier soir, qu'est-ce que vous en avez pensé? Là, c'était un petit peu du rock, un petit peu déchaîné, du rock'n'roll. Oui, c'est bien, c'est certainement mieux en disque que sur une scène, sur une scène devant une salle comme la salle était hier soir. D'abord, c'était un peu long, et puis... c'est certainement mieux à 4 heures du matin dans une boîte de nuit, dans une discothèque. C'est pour discothèque. Mais c'est bien aussi, c'est plein de vigueur et de bonne santé. Avec Tina Turner hier soir. Oui, aussi. Là, c'est vraiment le spectacle complet à l'américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison, ça fait un peu Las Vegas. Oui, un peu trop pour vous? Peut-être un petit peu trop, oui. Alors, je pense qu'il faut le montrer quand même, ce trophée 1971. Il est ici. Mais c'est très joli. Là-bas. C'est un côté disque d'or. Hein. Oui. Il paraît que c'est un or. Charles Trenet, comment vous composez vos chansons encore maintenant? Vous savez, je crois qu'elles se composent toutes seules, puis alors je les écris quand elles sont finies. Oui. Vous recueillez, vous restez tout seul, vous avez besoin de solitude? En ce moment, je me recueille, mais à la petite cuillère. C'est un peu fatigant, ce festival. Je vais vous proposer et vous demander peut-être d'interpréter l'une de ces dernières chansons, justement, au bal de la nuit. Oui, c'est une chanson très morale, vous allez voir. Au bal de la nuit. Au bal de la nuit, tu iras mon petit, tu seras gentil. Au bal de la nuit, au bal du néant, tu iras mon enfant, tu seras content d'être de ton temps. Au bal de la rue, au bal du chahut, tu seras venu. Tu repartiras nu au bal des années, la fête terminée, tu seras fané au bal des années. Tes longs cheveux blonds t'auront fait faux bon au bal moribond, tu seras trop blond, il sera trop tard, tu seras bâtard. Fini le pétard, il sera trop tard, et tu penseras, je ne suis qu'un rat, advienne que pourra, qui vivra verra, tu ne verras rien, ni grand mal ni bien, tu seras ancien, plus triste qu'un chien, et pourtant, les chansons d'antan, celles de tes 20 ans, de ton vieux printemps, ne sont pas enfuies, elles dorment dans un puits infini, au bal de la nuit. Enlève ton masque, malgré la bourrasque, et tiens bon jusqu'à ce que finissent tes phrases. Que tu découvriras, Calderidera, tu n'es pas un rat,
es un homme, mon gars. Merci Charles Trenet. Je pense qu'il est utile peut-être de faire le point aussi avec un certain nombre d'autres participants à ce Midem 71. Il y a Michel Sardou à ma droite, Jean-François Michael, Carlos qui vient tout juste de se réveiller, et Daniel Gérard qui a sa guitare et qui est plein d'entrain déjà. Tu nous gratouilles peut-être un petit peu là pendant qu'on... Voilà. Gratouille, tu me jettes, mais peut-être... Moi, je voudrais demander, parce que c'est un petit peu symbolique de ce Midem 71, à Carlos de nous raconter l'histoire du chien jaune qui court vraiment ici partout. Le chien jaune, il court plus, il a été vendu. Raconte. C'est un gars qui rencontre un de ses copains dans un bistrot, il a une laisse avec un chien vraiment très laid, un grand chien jaune, avec une oreille qui pend, l'œil un peu fermé. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là? Il dit, c'est mon chien, chien jaune. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce chien? Il dit, c'est un chien d'immense valeur. C'est un chien à une brique, 1 million. Je rigole, tout ce chien, mais personne n'en veut. Pour l'enlever, il faut payer. Du coup, je dis, c'est un chien à 1 million, je vais le vendre maintenant. J'y vais tout de suite. Si je vais le vendre, on m'a fait la proposition hier, je m'en sépare, mais c'est son prix. Mais bon, d'accord, il continue à boire un coup. Le lendemain, il voit son copain, il dit alors le chien. Il me dit, je l'ai vendu. Il t'a vendu 1 million, le chien jaune. Il dit, oui, enfin. Mais le type t'a donné 1 million pour le. Il dit, oui, enfin, c'est pas exactement ça. J'ai fait l'échange, j'ai pris 2 gros chats à 500 000. On parle beaucoup de l'aspect, disons, professionnel et commercial du Midem. Moi, je voudrais demander à Daniel Gérard, qui lui est un professionnel de ce spectacle, enfin tout le monde sont des professionnels ici, mais qui traitent aussi des affaires, si effectivement le Midem apporte quelque chose dans ce domaine. Je pense que le Midem apporte automatiquement quelque chose, parce que c'est le moyen de contacter le monde entier, tant sur le plan radio... Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit snobisme à dire on traite des affaires, et puis finalement on les traite pas tant que ça? Non, je pense que les gens traitent quand même beaucoup d'affaires. Enfin, c'est surtout des contacts qui prennent au départ. Ouais. Les affaires se concrétisent, je pense, au cours de l'année. Mais enfin, pour les chanteurs, cette année, je crois que c'est pour les artistes et puis pour le public, je crois que c'est intéressant. Michel Sardou, tu as des nouveaux contrats, tu as quelque chose? Des nouveaux contrats, non, moi par contre, je viens pas pour faire des affaires, je viens en touriste, je préfère. C'est agréable de voir les gens du métier de l'extérieur. Oui, on voit des tas de gens, on voit des tas de plumes aussi, des gens habillés en plumes, j'aime beaucoup ça. Est-ce que vous avez vu le gala d'hier soir tous, là, Jean-François Michael, vous avez vu? Moi je l'ai pas vu, je suis arrivé ce matin. Oui. Il y avait, et quand Tina Turner, c'était quand même assez frappant, qui les a vus? J'ai vu, c'est extraordinaire. Je vais retourner les voir ce soir d'ailleurs, parce qu'ils font un spectacle complet ce soir. J'y vais ce soir aussi. Là. Bien, je pense qu'on va demander à Jean-François Michael de nous interpréter pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus que 2 à 3 minutes. Je pense à toi. Merci. Une joyeuse mélopée. Je m'éveille, je pense à toi. Il fait soleil, je pense à toi. On me téléphone, je pars, je pense à toi. Avec elle, je pense à toi. Quelle heure ce soir? Je pense à toi. Où allons-nous, me dit-elle? Je pense à toi. Je ne sais même plus où tu es, ni ce que tu deviens, mais ça n'a pas vraiment grande importance. On passe perdre dans la ville, faire de nouveaux chemins qui ne se croisent que par coup de chance, de chance. Il se fait tard, je pense à toi. Si on rentrait, je pense à toi. Je n'étais pas très drôle ce soir, je pensais à toi. On fait l'amour, je pense à toi. Au petit jour, je pense à toi. Je ne dors pas, je pense à toi. Merci messieurs. Après la bourse des chansons, celle des autres valeurs et des autres finances, celle de Paris, le patronat vient de réclamer des taux d'expansion plus importants que ceux prévus au 6e plan. Et le gouvernement va se repencher sur le dossier. En attendant, Gérard Vidalange, qu'en pense-t-on à la bourse? Eh bien, ces déclarations de M. Ambroise-Roux ont fait excellent effet et aujourd'hui la Bourse de Paris est en pleine hausse. Il y a un festival de hausse à la Bourse de Paris. Le bruit du reste est fracassant et vous savez que c'est un signe tout à fait manifeste à la fois de l'essor de l'activité et en même temps de la hausse des cours car tous les professionnels encouragent de la voix
la hausse des valeurs françaises. M. Ambroise Roux a dit ceci: nous ne pouvons pas penser que le type d'expansion qui nous est proposé correspond à ce grand objectif de développement industriel que l'on pouvait espérer voir fixé au lendemain du vote sur les options. Nous devons également souligner que, faute d'une certaine accélération de l'expansion, nous risquons de ne pouvoir assurer le plein emploi des générations nombreuses nées après la guerre. Le développement industriel est évidemment extrêmement profitable à toutes les grandes sociétés qui sont cotées à la bourse. Vous savez qu'il y en a environ un peu plus de 1000 à la Bourse de Paris et 600 sur les marchés régionaux dont on parle peu, mais qui sont tout de même des marchés actifs. Alors voici la hausse des valeurs françaises qui défile sous vos yeux. La financière de Paris a gagné 1 franc aujourd'hui. Les banques ne sont peut-être pas parmi les secteurs les plus en vedette. Le crédit foncier n'est pas encore coté. Il y a une distribution d'actions gratuites, 3 actions gratuites pour 8 anciennes, mais les cours sont cotés ensuite. Bull, vous voyez, en forte progression à 96, la Compagnie Générale d'Électricité également en hausse, et surtout la Française des Pétroles qui est au-dessous de Bull. Je pense que les cours vont apparaître, non c'est la Royal Dutch, mais à droite. Vous voyez le cours de la Française des Pétroles à 175 contre 171,80. C'est une hausse de 10% sur la Française depuis 3 séances. La Compagnie Générale d'Électricité, ce matin, envoie à ses actionnaires une lettre d'information qui donne des indications fort intéressantes sur le premier groupe français de la construction électrique. C'est un groupe qui réalise 10 milliards de chiffre d'affaires et qui réunit 100 000 personnes, dont 7 000 ingénieurs et cadres, c'est vous dire l'importance de ce groupe. Eh bien, les résultats seront bons pour 70, le dividende sera probablement augmenté, il était de 12 francs 20, et les chiffres d'affaires des différentes branches ont en moyenne augmenté en 70 de 17%, ce qui est tout de même un rythme de croissance tout à fait satisfaisant. De Wendel n'est pas encore coté, mais comme vous l'avez vu, les grandes valeurs chimiques comme l'Air Liquide et Rhône-Poulenc se sont mises en évidence aujourd'hui. À la construction électrique, voici d'ailleurs d'autres cours. LMT, par exemple, est en progrès, ainsi que la radiotechnique. Et du côté des magasins, en revanche, on est beaucoup plus calme. Vous voyez que les écarts sont insignifiants, sauf sur Paris-France. Voici d'ailleurs sur votre écran les cours qui ont légèrement progressé au cours de la séance, et vous dire que cette hausse est accompagnée au cours de la séance. Les pétroles d'Aquitaine se relèvent à 511 contre 502, tandis que Perrier également s'avance, ainsi que Marine et Labinal. En ce qui concerne les grands magasins, à signaler que le bon marché va gagner la rive droite. En effet, comme on pouvait le penser, on parle de façon de plus en plus précise de l'installation prochaine d'un magasin bon marché rive droite dans les locaux de la Belle Jardinière au Pont-Neuf. Lafarge, encore en progrès aujourd'hui à 244, tandis que Saint-Gobain, comme Rhône-Poulenc et l'Air Liquide, est en forte hausse aujourd'hui, 158 francs 20, toujours en séance. Il y a donc bien vraiment cette poussée des cours au cours de la séance. Nouvelle Galerie, en revanche, qui vient d'être cotée, est également en progrès, mais beaucoup plus modeste, à 160 francs. Denain Nord-Est annonce également que son dividende, qui était de 6 francs l'année dernière, eh bien, sera porté à 7 francs sur un capital augmenté de 20%, ce qui représente donc une augmentation des bénéfices répartis de 40%, ce qui est tout de même une performance. Sur le marché de l'or, 6 850 francs sur le lingot, la pièce est pratiquement inchangée. C'était vraiment aujourd'hui une séance très bonne pour les valeurs françaises et tous les actionnaires étaient réjouis aujourd'hui. À vous les studios. Parmi les derniers télégrammes qui sont arrivés, je vous signale celui-ci, c'est un avis de recherche pour un avion qui s'est perdu au-dessus de la France, un Nord 262 qui transportait 19 passagers et qui s'est perdu au-dessus du plateau d'Ardèche où sévit actuellement un temps particulièrement mauvais. Les recherches sont plus spécialement axées sur la région comprise entre Burzet, Pereire et Sagne et Goudoulé. À part ça, je vous rappelle donc tout à l'heure, 4e conférence de presse du président Pompidou, retransmission à partir de 15 h sur la première chaîne. Cambrai, le juge d'instruction précise aucune inculpation prononcée pour l'instant. Enfin, à Schruns, en Autriche, c'est une Canadienne, Betsy Clifford, qui a remporté finalement le slalom spécial dames. Et il y a une Française en 2e position, Britt Lafort. Merci.